point de la question de la psychopharmacologie de la psychanalyse. C'est une première remarque, c'est l'étonnement des participants de tous ceux qui ont été invités, puisque tous étaient un peu surpris avec le thème. Il faut croire que ce n'est pas un thème classique dans la psychanalyse, la question des médicaments. Tout le monde se disait, mais pourquoi parler de ça et pourquoi moi parler de ça? Et tout le monde a participé très volontiers. Ils ont commencé la réflexion. Il y a toute une série de points qui ont été soulevés, entre autres la question de l'importance, non seulement sociale, mais de l'importance dans l'analyse, puisque c'est une importance sociale, puisque ça a un vrai impact dans l'analyse. C'est rare quelqu'un qui dise, un psychanalyste qui dise ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas, puisque d'une façon ou d'une autre, il est confronté à ça. Alors justement, la dernière fois, c'était Lucette Knox, Nina de Schweiler et Nicolas de Coulon. Je vous dirai un ou deux mots de ce qu'ils ont dit. Lucette Knox, elle a tout de suite touché la question de l'identité de l'analyste lorsqu'elle est face à la question du médicament, puisque en tant que psychologue, dans son cas, ça implique le fait que c'est nécessairement ce qu'elle appelait le bifocal, ça veut dire il faut un prescripteur, il faut une autre personne. Et elle considérait justement la question du médicament comme étant une question hors champ de l'analyse, mais qui entre dans le discours déjà à partir de l'association libre, mais pas seulement, mais parce qu'il y a aussi une attente de soulagement. Et c'est là que la question du médicament, il intéresse l'analyse, puisque l'analyste aussi, il a cette fonction d'attente de soulagement pour l'analysant. Donc il y a presque deux éléments là en concurrence. Lucette, elle a parlé justement d'une situation, je ne vais pas entrer en détail sur la question clinique, mais il y avait juste un point où le fait d'avoir un autre thérapeute, ça veut dire un autre thérapeute qui prescrit, c'était presque plus important que le médicament en soi. Ça veut dire le fait que pour l'analysant, dans un exemple précis, il peut trouver que c'est plus important d'avoir ces deux personnes-là comme repère que le médicament. Nina de Schweiler, elle a dit que le médicament nous concerne en tant que psychanalyste par tous les biais, entre autres parce que le psychanalyste aussi consomme de temps en temps quelques médicaments. Et je pense que ça vous est déjà arrivé un soir ne pas pouvoir bien dormir et prendre un exotalide ou un demi-Temesta. Donc c'est la seule qui a relevé ce point de vue qui était assez intéressant, c'est que en tant que épidémie du comportement, ça touche aussi l'analyse en tant que sujet, et pas seulement en tant qu'objet dans le transfert. Elle a mis la question du médicament sur le plan analogique de la drogue, en rapprochant le médicament de la toxicomanie, ce qui, d'ailleurs, tous ceux qui travaillent dans les toxicomanies et parlent de la question du pharmaco dans ce double sens. Au début, d'ailleurs, on avait parlé aussi de tout ce qui est bon et mauvais. Il y a ce double effet du poison et du médicament qui peut rapidement passer de l'un à l'autre. Et elle a parlé de l'erreur d'indication. Et l'erreur d'indication, ça, c'est un moment où l'analyste, il ne se distingue pas du médecin,
puisque l'erreur d'indication, elle touche tout ce que dit l'analyste. Elle n'a pas parlé de ça, mais j'ai pensé par exemple à une ou deux patientes, dans le cas ce sont deux patientes, qui de temps en temps me disent « vous n'auriez pas dû dire ça ». Et voilà, c'est la catastrophe, une chose qui a été dite et qui a une influence qui était presque dans le sens d'une erreur que vous avez faite, une erreur d'indication. L'indication, elle touche plutôt le côté de l'acte. Et ça, c'est Nicolas de Coulon qui l'a relevé beaucoup plus. La dernière chose de Nina, c'était la question du présupposé étiologique, puisque lorsque on prescrit un médicament, ou lorsqu'on demande à quelqu'un de prescrire un médicament, il y a, sinon, si ce n'est pas un présupposé étiologique, en tout cas un présupposé de l'action, d'une action qui passe par le corps. Et là, dans le cas, elle a parlé du présupposé étiologique de la patiente. Ça veut dire, elle disait, parler ne sert à rien pour moi d'un patient qui peut par exemple, présupposer déjà que son problème génétique n'est pas un problème qui soit de l'ordre du traumatique ou de ce qui est de l'environnement. Nicolas de Coulon, il a dit tout de suite qu'il aurait une position tranchée qui nous a rappelé celle de Jean-Nicolas Desplomb. Finalement, les deux médecins ils avaient la position la plus tranchée, anti-médicament. D'ailleurs, c'était le titre de ce qu'il a dit, c'était le refus du médicament, et c'était le refus du médicament de la part du médecin. Okay, du médecin analyste. Où il pose cette position contre le médicament, ce qui a toute une série de conséquences. Il a parlé aussi de cette question de ce rapprochement entre le médicament et la toxicomanie, mais en tant que de plus en plus de place dans la société, là, pris dans une position plus globale et pas dans une situation d'un exemple clinique. Et une autre question qu'il a soulevée, c'est que dans le traitement bifocal, ça veut dire même l'analyste médecin, pour une raison ou une autre, il demande qu'il y ait un autre prescripteur, ça donne une liberté à l'analyste médecin pour parler du médicament. Ça, c'est une chose que peut-être on devrait développer un peu plus, cette question de est-ce qu'il existe justement une liberté de l'analyste pour parler du médicament et une restriction à cette liberté et dans quel type de situation. Et ce qu'il a souligné le plus, c'est l'effet de l'acte, puisque la prescription est un acte, mais aussi le refus du médicament, c'est un acte. C'est un acte dans le cas, un acte de l'analyste, ce que Lacan appelait l'acte analytique. Évidemment, Nicolas de Coulon n'est pas entré dans cette formulation, de cette formule. C'était plutôt interprété comme ça. Alors bon, nous voilà aujourd'hui en début de l'été, une belle journée, une très belle journée, fin d'année scolaire, tout le monde fatigué, Coupe du Monde, le Haïti doit être en train de jouer contre l'Allemagne, et on se demande qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici. Alors, je pense que nous n'allons pas regretter d'être venus, parce que la question s'annonce assez intéressante. Déjà, pour une première point de vue, c'est la motivation. J'ai dit que tous étaient étonnés du thème, tous étaient étonnés d'avoir été invités. Pourquoi eux? Il y a eu deux exceptions, ça veut dire Anne Ocernel Leslie Ponce. Anne Ocernel, tout de suite, elle a dit « Ah, c'est une bonne idée, et j'ai même une idée déjà pour ça. » Donc, rapidement, la chose est venue, et Leslie Ponce a été le plus enthousiaste de tous.
Hein. Non seulement il a trouvé l'idée excellente, mais de temps en temps il me relançait, il disait, et cette idée que j'avais eue d'un cycle sur la psychopharmacologie, quand est-ce qu'elle aura lieu? Tu me relançais, tu ne m'as pas laissé oublier, et vraiment, je pense que si ce cycle a eu lieu, c'est un peu aussi grâce à toi. Alors, je leur cède la parole parce que je pense qu'ils vont dire des choses, des points qui n'ont pas été dit, ils vont souligner des choses. Déjà, le titre d'Anne sur la Ritaline. La Ritaline, ça fait penser tout de suite aux enfants et c'est un aspect qu'on n'a pas encore traité. Alors, on pourrait commencer par quoi? Ah, c'est une bonne idée. Et puis, au fond, en t'entendant faire ce petit résumé avec les invités moi je trouve que voilà, on continue quelque chose où peut-être moi je vais illustrer ce quelque chose du style ce qui se passe quand le traitement se fait avec la Ritaline. Alors j'avais donné comme titre la Ritaline revisitée, oui, mais revisitée par qui? Par l'enfant, par la famille, par l'institution et dans la psychothérapie. Eh bien, j'aurais pu dire aussi tout simplement une histoire de Ritaline, c'est toute une histoire. Mais pourquoi donc reparler de Ritaline? Cette cause entendue dans nos régions depuis plus de 20 ans. Parce que la Ritaline figure comme un des principaux sujets entre psychanalyse et psychopharmacologie chez les enfants, pour ce séminaire, comme on l'a vu, même si aujourd'hui, ce produit s'impose aussi aux adultes. La Ritaline, au nom d'une femme, celle de Leandro Panizone, chimiste, qui synthétisa la molécule à balle en 1944. Sa femme et lui l'utilisèrent, dit-on, comme stimulant pour leur partie de tennis. Mais au-delà de l'anecdote, c'est au début des années 60 qu'on l'utilise pour traiter les enfants. Le méthylphénidate est le médicament le plus généralement prescrit pour les troubles de l'hyperactivité. Rappelons peut-être que c'est en 1937 que le docteur George Bradley aux États-Unis fait déjà état de l'amélioration des comportements des enfants sous l'effet d'une amphétamine. En fait, il se souvient de ce qui est arrivé quand il était dans une salle d'opération, et puis il se souvient de ce produit qu'on injectait à des patients qui en avaient besoin, et il a décidé de l'appliquer à des enfants, à des jeunes adolescents à ce moment-là. Mais alors, l'hyperactivité, un nouveau symptôme, pas si nouveau que cela, puisque Henri Vallon parlait déjà de l'enfant turbulent dans un ouvrage paru en 1925. Les enfants turbulents, agités, ont toujours existé. Ils ont toujours été une énigme, un 3 à 4% d'irréductibles qui privent des noms différents selon les époques. Un que j'aimais bien, un clumsy child. Dans un article de Maryse et Daniel Roy, en 2004, il note, je les cite, que Michel Soulet a parlé, lui, d'instabilité psychomotrice en 1985, en privilégiant plutôt une approche psychodynamique, préférant situer l'instabilité dans un contexte clinique, symptomatique d'un trouble anxieux, ou en se référant au concept kleynien de défense maniaque face à la dépression en référence à une organisation psychique. L'école anglo-saxonne, elle, opte pour une conception neurologique et généralise le terme d'hyperactivité qui désigne initialement les troubles séquelaires des encéphalites. Le choix d'hypothèses organiques amena à attribuer ce trouble à des lésions cérébrales à minima, dont
un dysfonctionnement cérébral à minima. Plus tard, avec Wender et Heisenberg, a minimal brain dysfunction in children. La DSM-3 et la DSM-4, on a fait un trouble à 2 entrées, l'hyperactivité et le déficit d'attention. À partir de là, comme on le sait, les statistiques n'ont cessé d'augmenter. Juin 2014, on peut lire qu'après l'autisme, la question de l'hyperactivité fait retour en France. On peut lire dans Lacan quotidien 410, la Haute Autorité de Santé, la HAS, a ouvert depuis le 5 mai une consultation publique pour recueillir l'avis des différents organismes, associations et institutions qui sont impliqués ou en contact avec des enfants et des adolescents susceptibles d'avoir un trouble du déficit d'attention, avec ou sans hyperactivité. Il s'agit de donner avis et commentaires aux recommandations de bonnes pratiques déjà élaborées au sein de la HAS. Les recherches, vous le savez, se sont multipliées ces dernières années, mais avec une attention toute particulière sur les effets de la ritaline. Des recherches qui se contredisent parfois. Alors, vous ne m'en voudrez pas si je n'entre pas au cœur de ces recherches scientifiques et neuroscientifiques pour donner les arguments des uns et des autres. Je préfère les laisser à qui de droit pour qu'ils en parlent au fond beaucoup plus finement et précisément avec toute l'attention qu'on doit leur porter. Nous saurons, comme toujours, par après, ce qui s'est en effet joué autour de ces enfants dans ces années-là. Bon, je me permets de citer François Ansermet, c'est pas mon habitude, mais je le fais quand même, qui disait dans une conférence à Milan, je le cite: « Nous vivons dans une culture de l'hyperactivité et du déficit d'attention qui identifie son insupportable dans l'hyperactivité de l'enfant. Comme peut-être une culture de la répression sexuelle à la fin du 19e qui identifiait l'onanisme comme insupportable. C'était un symptôme fabriqué dans un effet de miroir à interroger avec la culture de l'époque. Symptôme que l'on ne peut détacher de l'effet miroir qu'il donne à une culture. » Fin de citation. Un souvenir personnel. En 1988, le centre psychothérapeutique de l'Est vaudois, dont j'avais élaboré le projet pédagothérapeutique, accueillait 15 enfants. Aucun enfant n'était traité à la ritaline. Pas plus en 1996, quand j'en suis partie pour une petite école de l'Ouest vaudois. Malgré le fait que l'Ouest vaudois était déjà connu à cette époque comme la région qui prescrivait le plus de ritaline, sur les 35 enfants de la petite école, on ne comptait qu'un seul enfant traité à la ritaline. Quand j'en suis repartie, 10 ans plus tard, l'école comptait 50 enfants, 15 étaient traités à la ritaline, reflétant par là même l'évolution qui se profilait. Les statistiques changeaient, 10 voire 11% des enfants du canton recevaient un traitement selon le médecin cantonal qui s'en étonnait et qui se demandait, ou qui relevait plutôt que 10% dans la médecine, c'est une véritable épidémie, et il se demandait qu'est-ce que c'était que cette épidémie. À l'origine du changement, avec l'origine du changement statistique, on passait à un déplacement diagnostique. On passait du trouble de l'hyperactivité avec déficit d'attention, THADA, pour le différencier, je ne sais pas comment dire, TDA, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Toute une société semble se
se tourner alors vers le déficit d'attention. Du coup, les statistiques augmentent et l'on passe de 40, voire plus, enfants à traiter ou à traiter